Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Alors pour être honnête avec vous, la vidéo d'aujourd'hui n'était pas forcément prévue, mais il y a quelques jours, je traînais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur les nommés du trophée UNFP du mois de septembre. J'ai vu qu'on avait 3 noms, Barcola, Greenwood et Jonathan David, et là je me suis dit non mais c'est pas possible, il y a un problème. Si on suit un minimum la Ligue 1, c'est pas possible d'avoir ces 3 noms. Jonathan David, encore je l'entends, ça me paraît plutôt logique. Par contre, Greenwood, le mois de septembre, il est vraiment pas bon. Et Barcola, il y a eu quelques buts par-ci par-là, mais la production globale des matchs, j'ai pas trouvé ça transcendant. Donc je me suis dit, les trophées UNFP, ça n'a plus aucune valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire nos propres trophées avec un 11 type, pour parler notamment des postes un peu plus défensifs qui sont rarement mis en avant dans les trophées type trophée joueur du mois. Donc ce que je vous propose, c'est le 11 type de la Ligue 1 sur le mois de septembre. Et si ça vous plaît, on pourra refaire ça pour tous les mois de l'année. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous expliquer, parce que pour chaque joueur, vous allez avoir une liste de notes. Il faut savoir que cette liste de notes, elle est développée par nous-mêmes via notre algorithme de notation qu'on a développé chez Datascout. C'est une note très classique qui va entre 0 et 10. Par contre, la différence avec tout ce que vous pouvez voir sur SofaScore notamment, c'est que nous, on a pris le parti de mettre un référentiel de base à 5, c'est-à-dire que quand le match démarre, tous les joueurs sont notés à 5, et après, tout ce qui est impact positif va faire améliorer la note, et tout ce qui est impact négatif va faire baisser la note. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez le référentiel. Donc si le joueur est au-dessus de 5, c'est qu'il a fait un bon match. S'il est en dessous de 5, c'est qu'il a fait un mauvais match. Après 5,5, c'est pas un match dantesque. Quand on va autour de 8-9, bien évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Et plus on descend, plus le match est pauvre, statistiquement parlant. Voilà, c'était pour vous expliquer tout ça avant de commencer. On commence tout de suite avec le gardien de but. Alors j'ai une petite hésitation avec Brice Samba, qui fait un bon mois de septembre avec Lens, mais ça me paraissait assez évident de nommer Geronimo Rulli, le gardien de l'Olympique de Marseille, qui a réalisé un très bon mois de septembre, avec notamment 2 très grosses performances contre Nice et contre l'OL, parce que si l'OM parvient à revenir sur l'OL et à gagner le match dans les dernières minutes, c'est aussi parce que Rulli a sorti une énorme prestation en sortant le péno de Lacazette et aussi en faisant plusieurs parades qui ont fait que l'OM n'a jamais été la tête sous l'eau. Donc voilà, très gros mois de septembre pour Rulli. En plus, c'est un gardien dont j'étais pas hyper emballé pendant ce mercato. C'est pas un gardien que je considère du niveau Ligue des Champions. Donc je comprenais pas trop pourquoi l'OM était allé chercher son profil sur ce mercato d'été. Et là, pour le coup, pour ce début de saison, il me fait mentir parce qu'il sort de très grosses prestations. Et franchement, il y a des matchs nuls de l'OM qui auraient pu virer au drame et à la défaite si Rulli avait pas été impérial dans les cages. Donc j'espère que ça va continuer pour lui, qu'il va continuer sur ce rythme, parce que si l'OM veut accrocher la Ligue des Champions, ils vont avoir besoin d'un grand gardien et d'un grand Geronimo Rulli. Pour la défense centrale, pour moi, il y a un nom qui se détache très largement, c'est Abdukodir Koussanov, le défenseur central ouzbek du RC Lens, qui réalise un très bon mois de septembre. C'est un profil dont j'avais hésité à parler dans ma vidéo sur les 10 pépites qui allaient exploser en Ligue 1 cette saison, parce que j'étais très curieux de voir ce qu'il allait produire avec le RC Lens. Alors oui, les résultats bruts du RC Lens sur ce mois de septembre sont pas affolants parce qu'il y a eu 4 matchs nuls. Par contre, si tu regardes plus en détail, le calendrier était quand même sacrément corsé, puisqu'ils ont affronté de suite Monaco, l'OL, Rennes et Nice. Et avec ces 4 affrontements, Lens n'encaisse que 2 buts en tout. Et c'est notamment en grande partie avec les prestations de Koussanov. Voilà, je le trouve impressionnant sur le terrain, très très calme, surtout hyper propre dans ses interventions. Il y a très peu de déchets. Quand il intervient, c'est vraiment qu'il est sûr d'avoir le ballon. Je le trouve vraiment monstrueux sur ce début de saison et je suis très curieux de voir ce que va faire Will Steele avec le retour prochain de Danzo, parce que franchement, Kouzanov, vu son début de saison, pour moi, il doit pas sortir du 11. Pour moi, ça doit être titulaire indiscutable parce qu'il n'y a aucune raison sportive de l'écarter. Donc j'ai hâte de voir ce que va faire Will Steele avec le retour de Danso, mais en tout cas, défensivement, Lens avec Kouzanov, c'est très solide sur ce début de saison. Pour compléter la charnière centrale, j'avais naturellement envie de parler de Thilo Kehrer, qui pour moi connaît un second souffle à l'AS Monaco, mais il a loupé 2 matchs au mois de septembre, donc ça me paraissait compliqué de nommer un joueur qui a loupé 2 matchs. Donc j'ai décidé de me rabattre sur Ndayi Chimiye, je m'excuse pour la prononciation si elle n'est pas correcte, le défenseur central de Nice, alors qu'il fait pas un mois de septembre transcendant, mais je trouve que le mois de septembre est quand même plutôt correct pour ce joueur, qui est témoin de la solidité défensive niçoise avec le clean sheet face à Nice, face à Lens, pardon, et face à Saint-Etienne, un seul but encaissé face à Angers. J'ai trouvé ça très intéressant ce mois-ci, Nice. Alors évidemment, c'est pas le défenseur central de l'année, on est d'accord là-dessus, mais ça me permettait d'en parler parce qu'on parle pas beaucoup de lui, alors pour le coup, il fait un mois que je trouve tout à fait correct. Pour les latéraux, c'est toujours un peu compliqué en Ligue 1. J'ai quand même décidé de parler d'Achraf Hakimi, évidemment, parce que dans le plan de jeu de Luis Enrique, il est vraiment primordial, il se projette énormément, il réalise beaucoup de courses. Voilà, c'est un joueur primordial. Pour les prochaines vidéos, je passerai peut-être sur une formation différente pour parler d'autres joueurs, ou alors je resterai sur un format
4-3-3, mais je parlerai pas forcément d'Hakimi tous les mois pour vous dire tout le temps qu'il est prépondérant dans le jeu de Luis Enrique, qui touche beaucoup de ballons et qu'il a forcément réalisé un bon mois. Je parlerai peut-être d'autres joueurs tout en notifiant évidemment qu'Hakimi avait fait un bon mois. Mais voilà, pour cette première vidéo, ça me paraissait inconcevable de pas mettre Hakimi sur le côté droit de la défense. Pour le côté gauche, c'est un peu pareil, hein. Les noms se bousculent pas, donc j'ai décidé de parler de Caio Henrique, le latéral gauche brésilien de Monaco, qui est très bien revenu de sa grave blessure. On sait que c'est un joueur qui est quand même important dans le système de jeu de Adi Hutter. Il se projette beaucoup, il est très actif défensivement, il tire aussi beaucoup de coups de pied arrêtés. Donc voilà, un latéral vraiment proactif qui est très important dans le bon début de saison de l'AS Monaco. C'est pas un mois qui est absolument transcendant pour Caio Henrique, hein, je dis pas le contraire, mais quand on voit la concurrence, c'était pareil compliqué comme Hakimi pour moi de pas en parler. Donc les prochains mois, on fera peut-être autre chose pour parler d'autres joueurs à la place de Caio Henrique. Pour le milieu, c'était un peu plus facile parce qu'il y a pas mal de noms intéressants. Le premier, je me devais de parler d'André Santos de Strasbourg parce que je suis archi fan de ce joueur. Un milieu ultra complet qui pour moi a le total package. Défensivement, il est présent, il est capable de se projeter, d'éliminer par le dribble. Il est même dans le dernier tiers décisif, capable de délivrer la bonne passe au bon moment et de marquer. Je trouve qu'il a vraiment tout pour exploser au haut niveau. J'ai très hâte de voir ce que lui réserve la suite de sa carrière parce qu'il est prêté par Chelsea à Strasbourg, donc je pense qu'il restera pas en Alsace. Est-ce qu'il aura le temps et l'occasion de montrer son talent à Chelsea en première ligue? Ça, je sais pas trop, mais je suis persuadé que c'est le genre de joueur qui peut très vite s'imposer dans des clubs intermédiaires de grands championnats et avoir une très belle carrière. Donc voilà, je suis très curieux de voir la suite de la carrière d'André Santos. En tout cas, dans les bonnes performances de Strasbourg, notamment la victoire face à l'Olympique de Marseille, André Santos, c'est vraiment un pilier, un joueur indéboulonnable. Donc voilà, très hâte de voir la suite pour André Santos parce que je suis amoureux de ce joueur. Pour l'accompagner au milieu de terrain, je suis obligé de parler de João Neves. On pouvait avoir une petite inquiétude pour Neves suite à son adaptation à la Ligue 1, parce qu'il vient du Portugal alors qu'il est très jeune. On sait qu'un Vitinha, quand il avait débarqué en Ligue 1, ses performances n'avaient pas tout de suite été resplendissantes. Non, João Neves, dès les premiers matchs de la saison, il a tout de suite imprimé sa patte, il a tout de suite montré pourquoi c'était un jeune si prometteur, pourquoi il valait si cher. Voilà, ses premiers matchs, ils sont absolument monstrueux. Je trouve que c'est le meilleur milieu parisien depuis ce début de saison, parce que Vitinha, depuis sa blessure, c'est compliqué. Je le mets devant Zaïre Emery, je le mets devant Fabien Ruiz, évidemment, parce que c'est très compliqué pour Ruiz à Paris. Mais voilà, s'imposer aussi rapidement dans un milieu d'une grande équipe à son âge, je trouve ça assez bluffant. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. J'avais aucun doute sur le fait que João Neves était un top joueur, hein. Mais voilà, est-ce qu'il va être capable d'apporter une plus-value à Paris en Ligue des Champions maintenant? On va voir, mais en tout cas en Ligue 1, c'est un milieu indéboulonnable qui va être le meilleur milieu de Ligue 1 pour moi cette saison. Mais quand on parle de meilleur milieu de Ligue 1, je pense qu'on a un contender très très sérieux dans cette catégorie avec Denis Zakaria de l'AS Monaco. Je suis fan de ce joueur aussi. Défensivement, il met un impact physique monstrueux, il récupère un nombre de ballons, mais il est aussi capable de se projeter, il est très à l'aise balle au pied. Le double pivot avec Lamine Camara, ça fait des ravages. Je suis fan de ce milieu, je pense que c'est d'ailleurs le meilleur milieu de Ligue 1, je le mets même devant le Paris Saint-Germain, c'est dire. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, vous me direz en commentaire. Mais voilà, j'adore son début de saison. À Zakaria, il a loupé aucun match. Pour moi, il a été présent sur tous les matchs à 100%. Il a été très bon. Les performances de Monaco sont aussi en grande partie parce que le mitard est tenu par Denis Zakaria. Donc voilà, à voir s'il va être capable de tenir ce rythme sur toute la saison. Mais s'il tient ce rythme sur toute la saison, pour moi, ce sera très compliqué de le déloger de la place de meilleur milieu central de Ligue 1. On passe maintenant aux offensifs et sur le côté gauche. Alors j'aurais pu parler de Keito Nakamura qui fait un très bon début de saison à Reims, mais je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard de Keito Nakamura dans les autres éditions s'il continue sur sa lancée. Mais là, sur ce mois de septembre, j'étais obligé de parler de Sébastien Nanasi avec Strasbourg. Alors en plus parce que ça me tient à cœur, parce que comme vous le savez, j'adore les championnats scandinaves, donc Sébastien Nanasi, ça fait plusieurs années que je le suivais à Malmö et que j'avais envie de le voir en Ligue 1, j'étais très content de le voir débarquer à Strasbourg. Bien évidemment, briller en Scandinavie, c'est pas toujours gage de réussite en Ligue 1, donc j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner en Ligue 1, est-ce qu'il allait s'adapter rapidement, est-ce qu'il allait être rapidement performant, et je vous avoue qu'il a dépassé toutes mes attentes, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi prépondérant dans le jeu de Rosenior dès le début de saison et qu'il enchaîne autant de bonnes performances. Il a été décisif à tous les matchs de septembre, alors pourtant Strasbourg n'a pas affronté que des petites équipes, hein. Il y a quand même l'OM, Lille et l'OL dans le lot, et sur les 3 matchs il a été décisif, donc monstrueux Sébastien Nanasi. Voilà, le début de saison, je pense qu'il a crevé l'écran, tout le monde en parle, alors qu'il y a 2 mois, c'était un joueur qui était encore très méconnu du grand public, donc voilà, je suis très content pour lui, j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là, parce que franchement, s'il continue sur ce rythme-là, Strasbourg risque d'être très bien classé, notamment en partie grâce à ses performances. Sur le côté droit, je suis obligé de parler d'Ousmane Dembélé.
C'est un sujet un peu épineux parce que je sais que Dembouz, il y a pas mal de critiques sur son cas, il fait pas toujours les bons choix dans le dernier tiers. Niveau finition, c'est un peu compliqué, mais je suis désolé, pour moi au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ne peut pas se passer d'un Ousmane Dembélé. C'est le meilleur offensif du club, celui qui essaye de créer le plus de choses. Alors oui, il réussit pas tout, hein, mais je préfère un joueur qui tente, qui ne réussit pas tout, mais quand il passe fait mal, plutôt qu'un joueur qui est timoré et qui ne tente rien. Donc moi, Ousmane Dembélé sur un terrain, j'aime beaucoup. Évidemment, il a des défauts, hein. Je vous dis pas que c'est le joueur ultime. À la finition, c'est très compliqué. Il a un peu la tête baissée dans le dernier tiers. Mais pour moi, dans un club comme le Paris Saint-Germain, et vu l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, tu peux pas te passer d'Ousmane Dembélé. On l'a vu notamment contre Arsenal quand il a été sanctionné par Luis Enrique. Et l'attaque du Paris Saint-Germain, il n'y avait pas cette étincelle. Il n'y avait pas ce joueur capable de créer quelque chose à partir de rien, puisque Dembélé n'était pas là. Et je pense que ça leur a été préjudiciable. Donc sur ce mois de septembre, ça me paraît inconcevable de ne pas le nommer, parce qu'en plus il a des statistiques qui sont très bonnes, il a réalisé de très bons matchs, il a juste pas été décisif contre Lille, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est un très bon mois de septembre, et quand Dembouz est aussi bon en Ligue 1, pour moi c'est le meilleur ailier droit de Ligue 1. J'aurais pu parler de Zegrova aussi, qui a fait un gros mois de septembre, pardon, avec Lille. Mais voilà, je me disais, Dembouz, vu son mois de septembre, ce serait vraiment pas sympa de pas le nommer, donc je le nomme, quitte à ce qu'il y ait quelques critiques, parce que Dembouz, c'est toujours compliqué. Pour ce qui est de la pointe, j'ai décidé de respecter le choix de l'UNFP avec Jonathan David, le buteur du LOSC, et c'est en faisant cette petite vidéo que je me suis rendu compte que les 9 en Ligue 1, en ce début de saison, c'est compliqué quand même, hein, parce qu'on peut pas dire que le mois de septembre de Jonathan David soit absolument exceptionnel. Alors il a mis 4 buts, oui, dont un triplé contre le Havre, donc est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une énorme performance? Oui, évidemment, mettre un triplé, c'est toujours une bonne performance, mais bon, quand on voit l'adversité, ça permet de relativiser un peu tout ça. J'aurais pu nommer Balogun, qui fait aussi un bon début de saison avec Monaco, je crois qu'il a été décisif sur tous les matchs de septembre, ou au moins 3 matchs sur 4. Il y avait déjà 2 joueurs de Monaco dans le 11, donc j'ai préféré mettre Jonathan David pour mettre un peu de diversité. Et voilà, Jonathan David, on le connaît de toute façon, en Ligue 1, c'est un buteur qui va forcément marquer. Je suis un peu déçu par ses performances, moi, surtout ses performances dans le jeu. Je le trouve pas assez présent et important dans le jeu de Lille, et je pense que c'est pour ça, notamment, qu'il a un peu du mal à partir de Lille et du mal à trouver des offres. Ça fait quand même 2 mercatos où on parle d'un potentiel départ pour Jonathan David, et où au final, il n'y a pas forcément d'offres de grands clubs. Je pense que les grands clubs ont cette peur du joueur qui n'est pas assez présent dans le jeu, qui ne pèse pas assez, qui marque beaucoup de buts sur penalty. Il y a peut-être cette crainte-là, donc j'espère que cette saison, notamment en Ligue des Champions, Jonathan David va pouvoir montrer que c'est un œuf de classe mondiale, qu'il est capable de marquer, mais aussi de peser dans le jeu, et qui peut rejoindre un grand club. Voilà, mais sur ce mois de septembre, quand je vois un peu les neufs, à Paris, il n'y a pas vraiment de neufs. À Monaco, j'ai parlé de Balogun. À Marseille, les neufs à Marseille, Mopé et Wai, ça mérite pas d'être nommé dans un 11 type du mois de septembre. À l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas grand monde. À Rennes, c'est compliqué. Donc voilà, c'est très compliqué les neufs en Ligue 1, je trouve, sur ce début de saison. Je vous mets le résumé du 11 type à l'écran, donc comme ça vous pouvez voir tous les joueurs dont on a parlé. Je vous ai aussi mis les subs, c'est les joueurs que j'aurais pu nominer, où j'ai dû faire un choix qui n'était pas facile à faire. Si je devais faire un podium des 3 meilleurs joueurs du mois de septembre, du coup, je pense que je mettrais sur la 3e place Kuzanov, parce que son mois au RC Lens est absolument monstrueux. Sur la 2e place, Denis Zakaria, parce qu'il fait un très bon début de saison, et pour moi c'est le meilleur milieu de Ligue 1 sur ce début de saison. Et sur la 1re place, alors je suis peut-être pas objectif, hein, c'est aussi un coup de cœur, mais je mettrais Sébastien Danassi, parce que le début de saison est très bon, et surtout parce que le mec vient de Suède, qui débarque pas de nulle part, mais on aurait pu imaginer une période d'adaptation, comme j'en ai parlé quand on a parlé de son cas individuel, et voilà, le voir aussi fort, aussi performant, dès le début de saison, je trouve que c'est remarquable, donc je le mettrai sur la 1re marche du podium. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans les commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours. S'il y a des joueurs que vous auriez pas mis dans ce 11, qui vous auriez mis à la place, n'hésitez pas aussi à me donner votre 11 complet, je trouve ça super intéressant d'échanger. J'essaie de répondre au plus de monde possible, donc voilà, utilisez les commentaires, c'est fait pour ça. Et si je fais des vidéos, c'est aussi pour échanger avec la communauté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement avant de partir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!